Salut, c'est David de GameCoder, j'espère que tu vas bien. Ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est te proposer quelque chose qui va vraiment te servir tous les jours quand tu vas programmer des jeux vidéo. Alors si toi tu es un programmeur de jeux vidéo ou que tu veux le devenir, tu as sûrement ce problème tous les jours, c'est de programmer le comportement de tes ennemis. Le truc essentiel dans un jeu vidéo, c'est comment faire spawner des ennemis, par exemple, et comment ils vont se comporter, ces ennemis, comment ils vont bouger. Ça concerne bien sûr les ennemis, mais tous les trucs qui vont bouger automatiquement dans tes jeux vidéo, c'est pas obligatoirement des ennemis. Et on pense souvent que c'est un truc super compliqué. Il y a beaucoup de programmeurs qui savent pas par où commencer, ou alors ils codent des trucs, c'est vraiment des sacs de nœuds, et puis ça fait pas exactement ce qu'ils veulent. Et puis à un moment donné, si on veut faire un comportement un peu évolué, hein, des choses qui s'enchaînent, un comportement un peu intelligent qui se rapproche d'une IA, ben il faut savoir le faire. Et c'est pour ça que je consacre mes ateliers du mois à cette thématique, celle du comportement des ennemis, et sur le spawn. Spawner, tu sais, c'est l'expression qui veut dire faire apparaître un ennemi quelque part, par exemple, à un intervalle régulier. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec toi aujourd'hui sur YouTube une leçon. C'est un atelier de 1 heure qui est normalement réservé aux membres du club GameCoder. GameCoder, c'est mon site, tu as le lien en dessous, et c'est le site sur lequel je publie un atelier de ce type chaque semaine, vraiment chaque semaine. Et j'ai pris un atelier qui est normalement réservé aux membres du club, donc, pour te le mettre dans cette vidéo. Il arrive de suite. Et dans cette leçon, tu vas découvrir les premières lignes de code que tu dois taper pour programmer un timer qui va faire apparaître un tank toutes les X secondes. J'ai pris l'exemple du tank, encore une fois, tu peux transposer dans n'importe quel univers. Et tu vas aussi apprendre comment programmer des zones de spawn. Tu sais, c'est des emplacements à partir desquels ces tanks vont apparaître. Et on va même commencer à leur donner vie à ces tanks avec une sorte d'effet de fourmi qui est assez amusant. Tu vas voir, c'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ, mais on s'est bien amusé. Alors pourquoi je dis on? C'est parce que ces leçons-là, elles sont filmées en direct avec les membres du club, et donc du coup, les membres du club, ils peuvent me poser des questions et interagir avec moi. Alors si tu regardes cette vidéo-là et que tu l'appliques vraiment, tu n'auras plus besoin de te casser la tête, et ça devrait te faire un déclic pour la suite. En plus, moi je code dans un langage qui est universel, et qui est très utilisé dans l'industrie de jeux vidéo, c'est le langage Lua, et tu pourras du coup transposer ce concept dans n'importe quel autre langage de programmation, avec n'importe quel autre moteur. Imagine qu'avec ce genre de technique, tu peux enfin programmer toi-même sans copier le code des autres, parce que ce que je fais moi, c'est de t'enseigner des concepts universels et de créer en toi des déclics pour que tu te dises « Ah ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, je sais le faire, mais je vais pouvoir le faire la prochaine fois. » Et que tu sois capable de le faire seul. Et non pas « Ah ouais, je vais copier-coller ce code et voir si ça marche, et puis essayer de faire rentrer des trucs au chausse-pied dans ton projet. » Tous les projets sont différents. J'imagine que tu as des super idées de jeux vidéo, mais c'est pas les idées des autres. Donc voilà, c'est vraiment la clé pour devenir programmeur de jeux vidéo, c'est de raisonner comme un programmeur de jeux vidéo et de comprendre ce qu'on doit faire et comment le faire. Et non pas apprendre des trucs par cœur. Et le plus dur, c'est de taper les premières lignes de code, et c'est la raison pour laquelle je te propose de travailler par étapes sur de petits concepts simples. Ces petits concepts simples, on les met bout à bout, et on crée un concept plus évolué. C'est un peu la clé de mon apprentissage. Donc je te montre cette leçon maintenant, elle a été filmée en direct la semaine dernière, et pour chacune de ces leçons, je rédige une fiche pratique en PDF. Elle est complète, que tu peux l'imprimer et la collectionner, il y en a déjà plein, tu vas voir, et elle contient toutes les infos théoriques pratiques des anti-sèches pour reproduire le truc seul, sans devoir revoir ma vidéo. Je voudrais aussi te dire que tu peux accéder à cette leçon et 114 autres leçons déjà diffusées. Et tu peux aussi assister en live à la leçon suivante que je diffuserai pas plus tard que cet après-midi. Pour ça, tu as juste à rejoindre mon club. Tu as toutes les infos sous cette vidéo. Tu auras même accès à plusieurs parcours de formation professionnels en Love 2D, JavaScript, C# avec Monogame Unity et même du C avec la SDL2. Et il y a régulièrement des nouvelles formations qui sont ajoutées en plus des leçons hebdomadaires. Voilà, je te laisse regarder. J'ai hâte que tu puisses appliquer ça. Bon code, salut. Salut. Bonjour David, bonjour à tous. Je laisse le temps à tout le monde de se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut tout le monde, on t'entend bien. Super. Donc aujourd'hui, on va parler de spawn. Donc je vais essayer d'orienter ça dès le début sur quelque chose de très accessible et très débutant. Et puis si on a le temps, on pourra rentrer un peu dans les détails un petit peu plus techniques. Et puis
Si besoin, si vous avez envie, on pourra même refaire une passe sur cette thématique-là et faire évoluer ce petit prototype de jeu qu'on va créer ensemble. On va déjà voir ce que c'est que le spawn et puis quels sont les concepts fondamentaux qui se cachent derrière le spawn, de manière à ce que vous puissiez les comprendre, prendre des notes si vous en avez envie, et puis surtout les reproduire dans n'importe quel langage de programmation, même si vous êtes sur Unity, le principe est le même. Donc salut à tous, bonne rentrée pour ceux qui rentrent cette semaine. On attend encore quelques secondes, et puis on va pouvoir démarrer. Donc j'ai préparé un projet vide, donc on va vraiment partir de zéro. Et on va voir les concepts un par un. D'ailleurs, on va peut-être faire un petit schéma. Vous avez vu ce nombre de schémas que je commence à faire. Donc l'idée, c'est de faire spawner des ennemis. Alors qu'est-ce que c'est que spawner? Ça veut dire en anglais, je crois, spawn, c'est frayer, je crois, se frayer un chemin. En gros, c'est faire apparaître des ennemis sur une map ou dans l'univers d'un jeu vidéo. Donc en gros, vous avez un jeu, vous avez des ennemis qui vont apparaître. Mais ils ne peuvent pas apparaître comme ça subitement. Il faut bien qu'ils apparaissent à intervalles réguliers. Donc le classique, c'est d'avoir sur une ligne de temps comme ça c'est le temps, d'avoir toutes les X secondes un spawn. Donc ça s'écrit S-P-A-W-N. Un spawn d'un ennemi. Alors, qui dit spawn dit que il peut y en avoir plusieurs. S'il peut y avoir plusieurs ennemis, puisque si celui-là, il y en a un autre ici, puis là, il y en a un autre ici, puis là, il y en a un autre ici, si les autres d'avant n'ont pas été détruits, ça veut dire que potentiellement, à un moment donné, tous ces ennemis peuvent se retrouver tous ensemble sur l'écran, et donc on les met dans une liste. Donc ici, on va gérer un concept qui est le temps. Ici, on va gérer un concept qui sont les listes. Et ensuite, comme vous le savez, et je vous l'ai dit plusieurs fois, et je vous le redis pour s'il y a des débutants ici, un jeu vidéo, c'est quoi? Ce sont des données et c'est un affichage. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est la représentation de ces données. Donc en gros, on va faire des listes. Dans ces listes, il y aura des coordonnées X, Y de là où on a mis nos tanks. Et bien après, donc ici, on aura une liste d'ennemis. Dedans, on aura des coordonnées de chaque ennemi, XY, XY, XY. Tout ça, c'est des chiffres. Et dans l'affichage, au moment du draw, on va parcourir cette liste et on va afficher à l'écran, à l'endroit de ces coordonnées-là, nos ennemis, tout simplement. Et c'est ça qui donne l'impression d'un jeu vidéo, c'est que ce qu'on voit à l'écran, c'est beau, c'est des tanks, c'est des machins, des explosions bidules, mais en réalité, à l'intérieur, c'est que des données avec des chiffres dans des listes qui sont traitées par notre programme avec des if, then, for et des fonctions. OK? On va partir de là, et ce qu'on va voir déjà, dès le début, c'est le premier concept, c'est le temps. Le temps, la plupart des frameworks ou des moteurs vous fournissent un moyen de savoir le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. En Love2D, c'est facile parce qu'on a une fonction update qui est appelée 60 fois par seconde et qui reçoit dans une variable que ici j'ai appelée delta time, on pourrait l'appeler temps passé, je vais y arriver, passé depuis dernière frame. Alors c'est très long comme nom de variable, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va appeler ça dt, hein, plus simple. Delta time. Delta, ça veut dire en gros le temps, la valeur qui sépare, et t pour time, donc la valeur qui sépare le temps. Vu qu'on est admettons que vous soyez sur un écran à 60 fps, c'est 1 seconde divisé par 60, c'est puisque fps c'est frame per second, donc le nombre de frames, c'est-à-dire le nombre d'affichages par seconde. Donc je divise ma seconde par 60, ça me donne 0,016. Et donc globalement, si j'affiche le delta time, je vais me retrouver avec 0,016 à peu près, mais c'est très variable.
Ça peut être 0,17, 0,18 ou 0,15,9. Mais voilà, c'est pas hyper stable. Mais c'est à peu près le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Des fois, il y a même des frames qui sautent un peu, qui sont bizarres. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si on cumule le temps, par exemple, je vais créer une variable, temps, je vais mettre 0 dedans. Et qu'à chaque frame, j'ajoute le delta time. OK? Et que j'affiche à l'écran ce temps. Ça va s'afficher en haut à gauche de l'écran. Ben, on voit bien que c'est des secondes qui passent. OK? Si j'enlève le chiffre après la virgule et que je regarde que le début, là, je vois 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc à partir de là, vu que j'ai du temps, je peux très bien savoir que tant de secondes s'est écoulé et que c'est le moment de faire spawner quelque chose. Spawner, ça va être du code. Donc on peut très bien, par exemple, se créer une fonction. Spawn. Pour l'instant, elle ne fait rien, elle va juste faire un print. Et plus tard, on y mettra des choses. On fait étape par étape. Première étape, calculer le temps qui s'est écoulé. Alors pour calculer le temps qui s'est écoulé, c'est pas suffisant de savoir combien de temps s'est écoulé. Il faut arriver à gérer ces intervalles-là, l'intervalle qu'on a vu ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une espèce de... On va simuler en gros un sablier. D'accord? Et ce qu'on va faire, c'est que on va calculer quand... donc on va remplir notre sablier de sable ici. Et on va faire baisser le sablier. Et quand le sablier sera à 0, ça voudra dire qu'il faut spawner. Et bien sûr, il faudra penser à retourner le sablier pour re-remplir du sable dedans. C'est la meilleure métaphore que j'ai trouvée, c'est celle du sablier pour vous expliquer les timers. Donc, on a besoin du niveau du sable, on a besoin de notre sablier, donc on va l'appeler sablier, d'accord? On va dire pour l'instant, il n'y a pas de sable dedans. Et on va se donner une durée en gros, on va faire du sable. Je vais essayer vraiment d'aller à fond sur la métaphore du sable pour que ce soit clair pour tout le monde. Je vais dire que par exemple, mon sable, c'est 5. Je mets 5 de sable, c'est des secondes. OK? Et dans mon sablier, il y a 0. Le sablier, quand je dis à 0, c'est ce qu'il y a en bas là. Non, ce qu'il y a en haut, pardon, je lui dis n'importe quoi, c'est ce qu'il y a en haut. Donc du coup, il ne faut pas qu'il y ait 0, il faut qu'il y ait, au départ, je mets dans mon sablier le sable. Donc, dans l'update, ce que je vais faire, c'est que je vais faire sablier égale sablier moins le delta time, puisque c'est le temps qui s'est écoulé depuis la dernière frame. Au début, mon sablier contient 5. Et ben à chaque frame, je vais lui enlever 0,016. D'accord? Bon, regardez, si j'affiche le sablier à l'écran, j'ai un sablier à 5 au début, puis 3, 2, 1, 0. OK? Bon, là, après, il part en négatif parce que je l'arrête jamais. Est-ce que c'est clair jusque-là pour les grands débutants? J'ai un sablier que je remplis avec du sable. Mon sable, c'est 5 secondes. À chaque frame, parce que ça, hein, c'est à chaque frame. Et idem aussi, ça, c'est à chaque frame. Mais on sépare la logique de l'affichage, toujours. C'est comme ça, c'est une convention, et puis c'est très pratique de le séparer. Donc du coup, à chaque frame, je soustrais de mon sablier le temps qui s'est écoulé depuis la frame précédente. C'était, comme disait, qui c'est qui m'a dit ça? C'est, voilà, Ant, il dit, delta, c'est l'écart. C'est écart entre depuis la dernière frame. En secondes. Exemple, 1,60 égale 0,016 secondes pour 60 fps. Si vous avez un écran à 120 fps, ça ne sera pas la même chose. L'avantage, c'est que nous, comme on calcule en secondes, ben, on est toujours bon, quoi. Donc du coup, regardez, mon sablier, je lui enlève un peu de sable. Mon sable, c'est des secondes. Et après, je vais tout simplement faire un if. If sablier égale 0. Alors, ben, je spawn.
OK? Donc là, c'est très simple. Vous voyez, c'est très simple, il y a très peu de lignes de code, mais il manque quelque chose. Donc, ce qui manque, c'est que si on reste sur la métaphore du sablier, à un moment donné, votre sablier, là, je ne peux pas le faire tourner, hein. Non. Le sablier va se retrouver ici en haut, ça sera vide. Voilà, hop, il n'y a plus rien dans le sablier. Et si vous dites, si le sablier est vide, alors je spawn. Et que c'est à chaque frame. Si le sablier est vide, je spawn. Si le sablier est vide, je spawn. À un moment donné, d'ailleurs, il ne faut pas faire égal 0, il faut faire inférieur ou égal à 0 parce que vous avez vu que le delta time, il n'est pas juste. Donc, on tombera jamais sur le chiffre 0. Mon sablier, il n'arrivera jamais à 0. Il va arriver à 0,0000 quelque chose ou après moins 0, quelque chose. Donc, du coup, on fait inférieur ou égal à 0, c'est important. Si je dis que mon sablier est inférieur ou égal à 0 et que je spawn, tant que je ne remplis pas mon sablier, il sera toujours inférieur ou égal à 0. Donc en fait, ça va spawner en permanence. Là, si j'exécute ça, ça va faire 4, 3, 2, 1. Spawn, ça n'arrête pas. 60 fois par seconde, ça spawn. Donc là, si c'était des ennemis qui apparaissaient à l'écran, on serait bien emmerdé parce que il y en aurait trop à l'écran. Mais bien sûr, il faut retourner le sablier. On ne peut pas le retourner vraiment parce qu'on n'est pas avec un vrai sablier, je suis dans une métaphore. Donc ce sablier, tout simplement, je vais le re-remplir. Je vais faire sablier égale sable. Et là, ça va être beaucoup mieux. Parce que quand ça va arriver à 0, ça va spawner ici en bas. Spawn. Et ça se re-remplit et ça repart. 4, 3, 2, 1, 0. Spawn. 4, 3, 2, 1, 0. Spawn, etc. Donc là, ça y est, on a notre mécanique de spawn. Elle fonctionne. Je vous montre ça pour faire du spawn. Vous pouvez faire ça pour ce que vous voulez. Toutes les 5 secondes, il y a une plante qui pousse. Toutes les 5 secondes, il y a des points de vie. Vous récupérez des points de vie. C'est un RPG. Et vous récupérez des points de vie ou des points de mana, etc. C'est toujours pareil, c'est le même principe. Et du coup, au lieu d'appeler ça sable, sablier, on va leur donner un nom un petit peu plus sympa. Donc, notre sable, en fait, c'est quoi? C'est la vitesse de spawn. Et le sablier, en gros, c'est un timer de spawn. Pareil, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez aux variables. Vous pouvez l'appeler champignon et concombre et courgette, ça marche aussi, mais ça ne voudra rien dire, vous n'arriverez pas à vous relire. Donc encore une fois, je le répète régulièrement, le nom que vous donnez aux variables n'a d'intérêt que pour vous. Mais cet intérêt, il est que votre code soit lisible. Et c'est pas parce que je vais appeler ça temps ou vitesse ou machin que ça va être de la vitesse dedans. Je peux faire ce que je veux. Ça, c'est ce que j'écris. Vous voyez, j'ai une pochette cartonnée là. Pochette, vous savez, pochette pliante. J'écris dessus ce que je vais mettre à l'intérieur de ma pochette. Si j'écris dessus que c'est, je sais pas moi, c'est mon contrat de travail et que dedans je mets une pub de Carrefour, personne ne m'en empêche. C'est pareil en programmation. Vous donnez un nombre de variables, à vous de mettre dedans des choses qui correspondent à ce que vous avez écrit sur votre pochette. Les variables ne sont que des cases en mémoire dans lesquelles vous écrivez des valeurs et vous avez besoin de manipuler plein de valeurs. En gros, c'est comme si vous preniez des notes et que vous faisiez bouger ces notes, d'où le nom de variable, c'est-à-dire que ça peut varier pendant l'exécution de votre jeu. Donc du coup, ce temps, on n'en a plus besoin, on ne l'utilise plus, ne gardez pas des variables que vous n'utilisez plus. Et voilà, maintenant on va spawner. Alors spawner, c'est quoi? C'est rajouter quelque chose dans une liste. Donc du coup, on va faire une liste. On va l'appeler liste ennemi. Donc en Lua, on fait des listes comme ça, c'est très facile. Et pour ajouter quelque chose dans une liste, on crée un nouvel item, je ne sais pas lequel, ça va être un ennemi, et à la fin, on fait table.insert liste ennemi, virgule, notre item. Okay, donc si j'affiche à l'écran, je vais le faire, le nombre d'items que j'ai dans ma liste. Pour récupérer le nombre d'items dans une liste, on fait dièse, et le nom de la liste, ça nous renvoie le nombre d'éléments dans une liste. Je vais afficher ça en haut de l'écran, donc à 20 pixels du haut, et ça va être tout en haut. Donc du coup, là, on va voir que j'ai 0 item dans ma liste, et qu'au moment où je vais spawner, tac, ça va pas marcher. Parce que tout simplement, j'ai rien mis dans mon item, je crois qu'il l'a ignoré du coup.
Je vais mettre juste une table vide. Donc, hop, quand on arrive à 0, on spawn et on a un élément dans notre liste. Donc, ça serait un ennemi. 2 ennemis. 3 ennemis. OK? Qu'est-ce qu'on va faire de cet ennemi? On va en faire un vrai truc. C'est-à-dire que on va appeler ça ennemi, c'est déjà ça sera plus clair. Et on va y mettre des valeurs dedans. Donc on va lui dire où est-ce qu'il spawn. Il faut lui trouver une position X et Y. Et ensuite, comme on l'ajoute là-dedans, on pourra ensuite l'afficher. On va utiliser, j'ai une petite image de tank ici. Je pourrais afficher mon tank. Donc comme mon tank il est tourné vers la gauche, qu'on peut s'amuser déjà, faire un truc simple, c'est qu'on a des ennemis qui arrivent par la gauche. Comme ça, au moins, on n'a pas à gérer des histoires de rotation, tout ça. Donc en X, on va lui mettre 0 moins la taille de mon tank. Comme ça, il va être caché à gauche de l'écran. Donc mon tank, il fait 32 pixels de large. Je vais mettre pour l'instant moins 32. Je mets des valeurs en dur, mais plus tard, on mettra des vraies valeurs calculées dynamiquement. Et en Y, on va lui faire une valeur aléatoire. Donc on va faire mat.random entre 0 et la hauteur de l'écran, c'est love.graphics.get8. Moins 32 également, pour que, puisque vous le savez, la coordonnée de mon tank, c'est le coin en haut à gauche. Donc si je veux que mon tank soit à l'écran, ben, il faut que, si cette coordonnée-là, je la mets tout en bas de l'écran, ben, il va être caché sous le bas de l'écran. Donc du coup, je le remonte de 32 pixels pour qu'il soit toujours visible à l'écran. En haut, c'est pas grave, puisque même s'il est tout en haut, ben, on le verra, puisque il est aligné sur le haut, en gros. Hein. C'est comme quand vous alignez des trucs dans PowerPoint. Donc du coup, j'ai mon ennemi qui spawn à une coordonnée aléatoire. Là, ce que je vais faire, c'est que dans mon draw, je vais les afficher. Pour ça, il me faut une image. Donc je vais image ennemi love.graphics.new image. C'est dans image tank e.png. J'ai mon image. Je vais maintenant l'afficher. Je vais afficher tout ce qu'il y a dans ma liste. Donc je vais faire for n égale 1 à nombre d'éléments de ma liste. Je fais, qu'est-ce que je fais? Je récupère mon ennemi, je vais l'appeler E. Les données de mon ennemi, hein, ce qu'on récupère, c'est les données uniquement. Hein, on ne récupère pas la variable ennemi en entier, on récupère que ce qu'on a mis ici, ce qu'on a mis après le point. D'accord? Ce qui est mis dans la liste, c'est XY. C'est pas ennemi, ça a juste servi de réceptacle temporaire, un peu comme si on mettait ça dans une bouteille, puis après on va le verser dans une baignoire, et ce qui reste dans la baignoire, c'est que ce qu'il y avait dans la bouteille. La bouteille, on s'en resserre en permanence. Pour la remplir, on la revide. Donc du coup, moi j'ai besoin de récupérer ce qu'il y a dedans. Donc dans E, je vais avoir X et Y. Donc liste ennemie de crochet de N. S'il y a un ennemi, ça va me renvoyer crochet de 1. S'il y en a 10, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire cette ligne de code-là va être exécutée 10 fois, par exemple, s'il y a 10 ennemis. Plus les autres lignes de code que je vais mettre dans le bloc de ma boucle. Donc là, je vais faire un love.graphics.draw, mon image d'ennemi, à e.x, e.y. Parce que je vous disais que E contient maintenant le X et Y que j'ai mis dans ma liste. Qu'est-ce que ça va donner? C'est que normalement, au bout de 5 secondes, soit j'ai un écran bleu, non, c'est bon, soit j'ai un tank qui apparaît, mais je ne le vois pas parce qu'il est à gauche là. Hein, je l'ai mis à gauche. On va pas le mettre à gauche pour que vous puissiez le voir. Juste 2 secondes. Hop, j'en ai un là. Tac, j'en ai un là. Donc vous voyez, j'ai bien un ennemi qui spawn toutes les 5 secondes. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent se superposer puisque ils bougent pas. Hop, j'en ai un là, voilà, il est un peu sur les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais le remettre caché. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est les faire avancer, par exemple. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que dans l'update, on va faire la même chose, for n égale 1 à liste ennemie.
je crée une petite variable locale, le temps de récupérer mon x et mon y de mon élément n dans ma liste. Et là, je vais faire e.x égale e.x plus, je sais pas moi, 120 fois delta time, c'est-à-dire en gros 120 pixels par seconde. Voilà. Donc voilà, maintenant j'ai bien des temps qui spawnent toutes les 5 secondes à des endroits aléatoires. Si je veux que ça spawn plus vite, ben, je vais réduire ma vitesse de spawn. Je dis par exemple toutes les secondes. Là, ça va faire toutes les secondes. J'ai un temps qui spawn. OK? Première étape. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou est-ce que c'est Non, clair? c'est clair, David. Oui, tu peux faire des astéroïdes qui tombent du haut de l'écran, tu peux faire plein de trucs. Donc là, on était dans on va dire, dans la zone facile. Maintenant, on va un petit peu plus compliquer les choses. Et c'est souvent comme ça en programmation, c'est-à-dire que la courbe de difficulté, elle est plate au départ, et puis dès qu'on veut rajouter des trucs, ça monte très vite. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, parce qu'ils se disent ouais, mais au début j'ai compris un truc, puis après j'y comprends rien. Bon ben, je vais vous décevoir, j'ai pas la solution à ça. J'essaye de découper le problème en petits bouts, mais c'est comme ça, j'ai jamais réussi à résoudre ce truc, c'est que vraiment c'est la courbe de difficulté ou de complexité, elle est presque exponentielle. C'est que là, dès que je vais rajouter des angles, il va y avoir de la trigo. Dès que vous voulez que les trucs se touchent, il va y avoir des collisions. Voilà. Donc, je vais essayer d'aller doucement pour vous expliquer euh, les choses. Déjà, ce que j'aimerais, c'est que pouvoir, euh, par exemple, décider de où vont spawner mes tanks plutôt que ça soit au hasard. Et c'est souvent comme ça dans les jeux. Il y a des zones de spawn, hein. Donc, on a un endroit, ou 3 endroits, ou 4 endroits, c'est des espèces de casernes dans lesquelles les ennemis vont spawner. Mais ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se créer des zones de spawn. Donc, on va se faire une liste. On va l'appeler liste zone spawn. Comme ça, bon, ça sera clair. Donc, c'est une liste. Et dedans, bah, je vais y mettre des zones de spawn. Donc, par exemple, donc, je suis pas obligé de faire des tables .insert pour mettre des choses dans une liste. Je peux aussi mettre des choses à la main. C'est-à-dire, si je fais liste zone de spawn crochet de 1 égale ça, j'ai mis une nouvelle table, j'ai mis une table à cet endroit-là, et du coup, ben, je peux faire ça, point, et là, je peux mettre des valeurs dedans. Première méthode, je vous montre la première méthode. Par exemple, je vais lui dire que j'ai une zone de spawn donc, à 1 pixel en X, et en Y, je sais pas moi, à 20 pixels du haut. D'accord? Et donc ça, c'est première méthode. Et ensuite, je peux en mettre une deuxième. Et une troisième, j'ai juste à changer ça. Donc je vais vous faire cette méthode-là. Et après, je vais vous apprendre une autre méthode pour mettre des choses dans une liste. Donc on va l'autre, on va la mettre à 70. Et l'autre, on va le mettre à 140. Un peu plus. 160, pour que ça soit écarté pareil. Je vais les dessiner, ces zones de spawn, à l'écran. Pareil, je vais faire un for. For, je vais mettre Z, comme ça, j'aime bien mettre des index qui correspondent à peu près à ce que j'ai dedans. Liste zone de spawn, do. Qu'est-ce que je fais? Ben, je récupère une zone, c'est liste zone de spawn de Z, je récupère les données de la zone de spawn, donc X, Y, et je vais faire un love
.graphics.rectangle. Tu as un rectangle plein et je vais l'afficher à zone.x, zone.y et je vais le faire de 32 par 32, c'est la taille de mes chars. Par souci de simplicité, je mets des valeurs en dur comme ça, ce que j'appelle les chiffres magiques. Donc, vous voyez, j'ai 3 zones de spawn. Ils ne sont pas très bien répartis. On va essayer de faire un truc un peu mieux. Donc du coup, la première, elle est là. La deuxième, je vais la mettre à 160. Elle va être à peu près ici. Et la troisième, je vais la mettre à peu près le même écart. Ça ferait 320, 340. Ça donne quoi ça? Ouais. Bon, c'est pas très bien espacé. C'est pas ça que je voulais faire. Ça doit être 320. Voilà. Et je peux en rajouter une quatrième. À 480. Voilà, donc j'ai 4 zones de spawn comme ça. Et vous avez vu que pour l'instant, mes chars, ils s'en foutent. Pour l'instant, mes zones de spawn, c'est juste 4 dessins. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire spawner bêtement mes ennemis à une position aléatoire, je vais les faire spawner sur une zone de spawn. Okay, et d'abord, je tiens à vous montrer la deuxième méthode pour pouvoir faire des valeurs comme ça dans une liste. C'est-à-dire qu'au lieu de faire table vide, puis ensuite je mets les valeurs dans ma table, je peux faire directement ça. X égale 1, Y égale 20. Ça ressemble à du JSON un peu. Voilà, c'est une autre syntaxe qui est un peu plus directe, un peu plus concise. On peut même cumuler les deux, on peut faire les deux, ce qui n'a aucun intérêt, mais c'est juste pour vous dire que ça marche. Il n'y a pas de règle. Hein. Y égale 480. Et ça marche pareil. À vous de voir la syntaxe que vous trouvez plus jolie. Il y a Nowen qui vous propose un exercice, effectivement, ça serait de faire un idle game avec des éléments qui sont tous liés à des sabliers. C'est vrai que les sabliers, vous pouvez mettre dans des listes, et à ce moment-là, les sabliers qui sont dans des listes, chaque sablier, vous les faites travailler indépendamment, et vous pouvez avoir autant de sabliers que vous voulez. Là, moi, j'ai mis un gros sablier pour tout le monde, hein, et vous pouvez mettre ça dans des listes. Si vous voulez un exercice pour faire ça, vous en avez un qui est super, c'est tac. C'est dans... Est-ce que c'est dans les guides? Non, c'est pas dans les guides. Où est-ce que j'ai mis ça? Ah, dans les ateliers, vous allez dans le parcours débutant, dans les bases. Et à un moment donné, vous allez avoir tac, auto-évaluation, 10 exercices de programmation amusants pour s'exercer et s'évaluer. Vous allez là-dedans, et je vous conseille de tous les faire, les exercices, et de tous les comprendre. Vous avez la sulfateuse qui va vous apprendre à faire des timers de manière assez intense, parce que c'est pour tirer tir automatique, tir en rafale, rafale de rafale, etc. Donc plein de façons de faire des timers, d'accord. Et ensuite vous avez passe à ton voisin, qui est un super exercice aussi, justement pour gérer plusieurs listes, soit une seule liste, soit plusieurs listes et des trucs qui se passent les uns après les autres avec des timers. Hein, ça donne un truc comme ça. Passe à ton voisin. Si je prends le projet le plus avancé, vous allez vraiment je trouve super cet exercice, j'ai fait ça proprement. Regardez, vous avez des timers indépendants qui ont des durées différentes. Et quand un timer à 0, ça passe dans le truc à côté, dans la liste à côté. Vous pouvez faire des jeux à la FTL avec ça, vous pouvez faire des idle games, vous pouvez faire plein de trucs. Je me suis amusé à vous faire dessiner des jauges et tout ça. Ça, c'est un exercice, vous avez toute la solution en vidéo. Comme vous êtes membre du club, vous avez accès bien sûr à toutes les formations et exercices. Voilà pour cette petite aparté sur les exercices. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, au lieu de spawner n'importe où, on va spawner sur une zone de spawn. Et c'est là que c'est important, je regarde là parce que j'ai une caméra là alors que j'ai pas rebranché ma tour, donc j'oublie de vous regarder là-bas. Pour ceux qui me regardent en direct, les autres sont en replay donc ne me voient pas.
vous avez, pour résoudre ce genre de problème, j'ai un problème, c'est j'ai 4 zones de spawn, je veux en choisir une au hasard. Essayez toujours de ramener votre réflexion, votre raisonnement à la vie réelle. Vous auriez besoin de choisir au hasard entre 4 trucs. Je tire un chiffre entre 1 et 4. Si je ne peux pas le tirer normalement, ce chiffre, que je dois le tirer encore une fois en utilisant un objet de la vie de tous les jours, je vais utiliser un dé à 4 faces. Donc je vais lancer un dé à 4 faces et je vais dire ah, c'est 3, ben je spawn à la position 320 en Y. Ben, du coup, ben, je vais faire ça. Je vais lancer un dé, donc je fais dé égale, tout simplement, et je vais faire un mat.random entre 1 et 4. Alors, si j'ai plus de zones de spawn que 4, c'est emmerdant d'utiliser, de mettre 4 en dur. Je vais faire entre 1 et nombre d'éléments de ma liste de zones de spawn. Ce qui veut dire 4 aujourd'hui, mais si je rajoute une zone de spawn, ça sera 5 ou 6 ou 10. Donc du coup, j'ai mon dé. D'accord? Ben, au lieu d'aller, du coup, pardon, hop, ma position X, Y plutôt, ça va être dans ma liste de zones de spawn, l'élément D, c'est-à-dire 1, 2, 3 ou 4, et la position Y de cet élément, de cet item-là. C'est-à-dire je vais dans ma zone de spawn à la position D. Je peux pas donner d'accent parce que je crois que ça prend pas les accents. Du coup, D et à la position D, et je prends la valeur Y à cet endroit-là. Et du coup, ben, au lieu de donc mon .y, je le mets à cette position Y. J'ai volontairement décomposé, mais j'aurais très bien pu mettre ça directement ici. Du coup, normalement, maintenant, j'ai mes tanks qui vont spawner un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, etc. Donc là, ils viennent à gauche. Mais si je veux qu'ils viennent directement sur ma zone de spawn, je, je les mets, je les fais apparaître directement dans ma zone de spawn. Ah ouais, Dice, t'as raison. Mais bon, j'ai tout écrit en français. Ah oui, non, j'ai mis timer, t'as raison. J'aurais pu faire Dice. Allez, on va faire Dice. Voilà. Donc, vous voyez, le principe, j'ai une liste zone de spawn, je tire un dé et je vais récupérer l'élément qui est à cette position-là. C'est tout simple. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La plupart des choses sont simples. Et des questions? Alors, je continue. Maintenant que j'ai des zones de spawn comme ça, je vais mettre des zones de spawn plutôt que de les mettre euh, tout à gauche. Est-ce qu'on peut pas faire ennemi égale machin? Si, je viens de le dire. J'ai dit j'ai volontairement décomposé, mais on peut très bien faire ça. Ok? On peut même aller plus loin. On peut faire ça, et vous allez voir qu'on perd en lisibilité. On peut faire ça aussi. Mais bonjour les lisibilités. Mais ça marche pareil. Je fais tout en même temps. Je fais ma position est Y est égale à l'item de ma liste de spawn qui est à la position mat.random entre 1 et liste zone spo. Et c'est la valeur Y qui m'intéresse. Donc voilà, moi je préfère décomposer. On va même faire comme ça, Y zone. Voilà. Comme ça, c'est par étape. Ça, vous avez la recette. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que mon code, il raconte une histoire. Et si le code, il raconte une histoire, ben, ça va, au moins, ça le rend clair. Alors, bonne question, Olive. Qu'est-ce que ça fait si on met pas le point Y? Ben, d'après toi, qu'est-ce que je vais ramener là de ma liste? Parce que je lui dis pas ce que je veux ramener. X et Y, non, absolument pas.
Le D non plus. La référence de ta liste. Exactement. La référence de ma table. C'est-à-dire que ça va me ramener, par exemple, si c'est le 4, ça va me ramener l'adresse de cette table-là en mémoire. Puisqu'en fait, quand vous manipulez des tables en Lua, et ce sera finalement c'est la même chose en C# ou en C++ ou en C, c'est comme un pointeur. C'est-à-dire que ce que contient ça, c'est simplement une référence et une adresse en mémoire. À cette adresse-là, je peux aller récupérer un X et un Y. Ça, c'est quand je mets au bout de cette adresse, je mets .Y, je récupère à cette adresse-là le Y. Si je mets rien, ben, je récupère l'adresse. C'est-à-dire, c'est une espèce de... Je vais vous mettre un point d'arrêt pour vous montrer, avant que ça plante. Donc du coup, YZone contient cette adresse-là, c'est-à-dire 0x01c6, nanana. Voilà. Le débugger va voir ce qu'il y a à cette adresse-là et m'affiche ce qu'il y a à cette adresse-là, X et Y, mais ce qu'il y a à l'intérieur de YZone, c'est cette valeur-là, 0x machin. Si je l'affiche, si je fais print de YZone, ça va planter, mais ce qui est affiché, c'est bien, vous avez vu, 0x2, nanana, c'est l'adresse. Et il sait que c'est une table. Voilà. Donc il faut ramener quelque chose à l'intérieur de cette adresse-là, c'est le Y. Mais c'est une bonne question parce que ça permet d'aller... Salut Exolux qui s'en va, qui regardera la suite en replay. C'est une bonne question parce que ça permet de réviser les principes des tables et ce que c'est qu'une référence, c'est-à-dire une adresse, et qu'est-ce que c'est qu'une valeur. Ici, ma valeur Y. Donc ce que je vais faire, c'est que mes tables, mes zones de spawn, je vais les répartir un peu mieux à l'écran, où j'avais déjà fait des essais. Je vais en centrer une en haut. Et la mettre tout en haut de l'écran. Ensuite, la deuxième, je vais la mettre pareil, tout en bas de l'écran. Donc, c'est 600 moins 32 moins 5. Plutôt moins 32 plus 5. Voilà. Donc, du coup, là, j'en ai une en haut, une en bas. Et ces deux-là, je vais en faire une à gauche. Donc, en Y, ça va être la moitié de la hauteur de l'écran. Donc, ça va être... Je fais tout avec des valeurs en dur, hein, parce que comme ça, c'est 600, donc moins 32. Et l'autre, elle va être tout à droite. Donc, elle est ici, pareil, à la même hauteur. Par contre, en largeur, elle va être à 800 moins 32 plus 5. Bon, c'est complètement empirique. Ah non, mais je ne l'ai pas mis à la bonne hauteur. Je fais n'importe quoi. C'est 300 puisque c'est la moitié de l'écran. Voilà, comme ça, j'ai mes 4 zones. Donc du coup, ben, ils vont être très cons, mes tanks, ils vont partir vers la droite. Et d'ailleurs, j'ai oublié de récupérer la valeur X au moment où je spawn mon ennemi. Donc la valeur X, pareil, il faut que j'aille la récupérer. Donc je vais faire X zone. Je vais récupérer la valeur X. Et là, je vais faire ennemi.x égale X zone. Et après, je vais répondre à la question très pertinente qui m'a été posée. Donc là, ils vont spawner, mais bon, ils vont pas dans le bon sens. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les orienter pour qu'ils tournent qu'ils aillent dans la bonne direction. Donc là, ils vont partout vers la droite, ce qui est très con, mais au moins ça fonctionne. Est-ce que ça peut être utile de quelque chose de récupérer juste la référence de la table? Oui. Tu veux passer les valeurs X et Y à quelqu'un, tu lui passes la référence de la table. Comme ça, il a tout. Quelqu'un, ça va être une fonction, bien sûr, ou un module à toi. C'est très utile. Par exemple, j'ai une fonction qui reçoit un ennemi et qui veut savoir si cet ennemi, il a plus de vie ou s'il est à tel endroit de l'écran, etc. Ben, je vais lui passer ennemi directement à cette fonction. Et du coup, cette fonction, elle va tout récupérer. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'ennemi. Elle va récupérer X, Y et puis tout ce que j'aurais mis d'autre. C'est très utile. On utilise ça tout le temps en programmation. Peut-être on en aura l'occasion dans ce projet-là, on va voir. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner aussi une direction à notre ennemi pour qu'il descende dans la bonne direction, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Il part
il part un peu dans tous les sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à gérer des angles. Donc, c'est-à-dire que ici, alors les angles, c'est assez simple, relativement simple. Il faut apprendre bêtement les trucs. Si vous ne faites pas de la trigo, prenez les trucs bêtement. Qui dit angle dit cercle. Rappelez les rapporteurs à l'époque. À l'école, à l'époque, on avait des petits rapporteurs. Donc, un cercle, nous, on a appris de 0 à 360 degrés. Mais bon, c'est pas vrai, c'est 360 degrés. Ça vient de la mathématiques babylonienne qui était basée sur 60, je crois, ou sur 6, ou j'en sais rien. Donc, du coup, 360, c'est les multiples de 6. Ça n'a aucun sens en mathématiques. Donc, du coup, bah, ils ont réinventé ça. Ils se sont dit, bon, vu que pi, c'est une valeur qui a un vrai sens. Vous savez, pi, c'est 3,14 et puis plein de chiffres après les virgules. Ça a une vraie valeur puisque c'est comme ça, c'est le calcul de comment, à partir du rayon, fois 3,14, tu as la circonférence du cercle, un truc comme ça. Bon, du coup, ben, c'est une vraie valeur. Et c'est-à-dire qu'un cercle, du coup, ils ont décidé de faire des radians au lieu de des degrés. Ça part de 0 ici. Ça tourne comme ça en informatique, ça tourne comme ça en mathématiques. Et donc, cherchez pas à comprendre, ça tourne vers le bas en informatique. Un demi-tour, c'est pi. 3,14. C'est-à-dire que là, ça va de 0 à 3,14. Et pour faire le tour complet, pour arriver jusqu'ici, ben, c'est 2 fois pi. En gros, un tour complet d'angle, c'est 6,28 et plein de chiffres après les virgules. Donc, vous avez juste à retenir ça. C'est-à-dire que si je veux faire un truc qui soit tourné vers là, je fais un demi de pi, puisque un demi-tour, c'est pi. Donc ici, c'est un demi de pi. Si je veux qu'il soit vers là, ben, c'est 3/4 de pi. À partir de ça, pour essayer de tourner nos tanks dans le bon sens. C'est-à-dire que le tank qui apparaît, donc ça, c'est la zone qui est tout en haut. Le tank qui apparaît tout en haut, on va dire que son angle, il faut qu'il soit tourné vers le bas. Donc en gros, c'est un demi de pi. Donc ici, je vais faire angle égale mat.pi divisé par 2. Il n'y a pas de M majuscule. Donc là, ça se complique, hein, parce qu'il y a des angles. Je vous avais dit qu'à un moment donné, certains vont être en PLS. Mais il y en a aussi qui sont là et qui sont plus avancés. Donc du coup, ben, ils vont dire, ah tiens, enfin quelque chose d'intéressant que je savais pas. Et les autres, ben, vous voyez ce qu'on peut faire quand on manipule les angles, notamment, et ce à quoi ça va vous permettre d'arriver si vous apprenez ça. Donc celle-là, elle est tout en bas de l'écran. Donc du coup, c'est l'angle, c'est 3/4 de pi. 3/4, oui c'est ça, c'est 1 fois et demi pi. Donc c'est mat.pi fois 1,5. Celle-là, c'est celle qui est tout à gauche. Celle qui est tout à gauche, c'est facile. C'est 0. Je vous l'ai montré, l'angle pour aller vers la droite, c'est 0. Et celle qui est tout à droite, c'est pi. OK? Donc du coup, maintenant que j'ai mon angle, déjà, je vais dessiner mon tank orienté comme il faut avec le bon angle. Donc là, ça va être un petit peu plus relou parce que on va devoir afficher notre ennemi, non pas par rapport à son coin supérieur gauche, mais par rapport à son centre. Donc là, si vous n'avez pas l'habitude de ça, vous pouvez aller voir un des ateliers qui s'appelle Pixel et origine. Comment appliquer des rotations, qu'est-ce que c'est que le centre d'une image, etc. Et du coup, vous avez un support de cours qui est pas mal et notamment qui vous montre avec un dessin la notion d'origine. Je vais y arriver. Voilà. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est afficher notre image non plus par rapport à son coin ou à gauche, mais par rapport à son centre. Donc, du coup, il va falloir changer l'origine de l'affichage. Donc, pour ça,
on va rajouter plein de trucs dans notre draw. On va rajouter, en plus de sa coordonnée, on va aller voir la doc. Comme ça, le plus simple, c'est que je vous montrer que je ne fais pas les trucs, j'invente pas. Hein. Il prend plein de paramètres, love.graphics.draw. Donc x, y, rotation, donc le fameux angle. Le scale x, le scale y, c'est l'échelle en gros. Et l'origine x, l'origine y. Et cela, on s'en sert jamais. Ça permet de déformer l'image. Donc du coup, nous, on veut arriver à cette origine x, y pour centrer notre image. Donc on fait déjà la rotation. On va utiliser l'angle de notre tank. Comme ça, il va être tourné du bon côté. Son scale x, son scale y, c'est échelle 1. On ne veut pas qu'il soit déformé. On ne veut pas qu'il soit plus gros. Et son origine, c'est 32 divisé par 2. 32 divisé par 2 en x, 102 divisé par 2 en y. On pourrait aller chercher la taille de l'image. Ce qui serait plus joli, c'est img de point get width pour sa largeur et img ennemi de point get height pour sa hauteur. Donc du coup, maintenant la coordonnée de notre ennemi, c'est son centre, c'est plus son coin en haut à gauche. Ce qui va générer un petit effet de bord, vous allez le voir, c'est que nos tanks, ils vont apparaître, vous voyez, ils apparaissent maintenant en haut à gauche de notre zone de spawn, puisque maintenant ils sont centrés sur la coordonnée de la zone de spawn, et du coup ils sont plus au bon endroit. Donc au moment de notre spawn, on va changer, on va dire que l'ennemi X, c'est la zone X, plus la moitié de la largeur de notre image, donc img ennemi de point get width divisé par 2, et en X pareil, img ennemi de point get height divisé par 2. Et du coup maintenant, ils vont bien apparaître au bon endroit. Donc ils apparaissent au bon endroit, ils sont tournés dans le bon sens. Non, ils ne sont pas tournés dans le bon sens. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de leur mettre l'angle. Ennemi.angle égale list zone spawn de dice angle. Donc en plus de récupérer la position X et la position Y qui nous est indiquée par la zone de spawn, on récupère l'angle également dans lequel doit se tourner notre tank s'il apparaît sur cette zone de spawn là. C'est la solution que j'ai trouvée. Hein. Donc on va voir que maintenant ils sont tournés dans le bon sens. J'ai du mal. Voilà, lui, vous voyez, il est bien tourné vers le bas parce qu'il est arrivé là-haut. Lui, il est bien tourné vers le haut. Et ceux qui sont là, on n'a pas le temps de les voir. Donc ils sont tournés dans le bon sens, mais ils n'avancent pas dans le bon sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'au moment de les déplacer ici, là, il n'y a que X et Y, il faudrait les déplacer dans le bon sens. Alors, la méthode empirique, ça serait de regarder l'angle et de dire si, on pourrait faire if l'ennemi de l'angle de l'ennemi, il est égal à, genre, il va vers le bas. Il est égal à mat.pi divisé par 2. Alors, il va vers le bas. C'est-à-dire E.x, E.x ne bouge pas. Je peux le symboliser en faisant ça, plus 0. Et E.y égale E.y plus, et c'est là que je vais faire qui va vers le bas. Donc du coup, là, ceux qui vont apparaître en haut vont bien aller vers le bas, et les autres, ils ne vont pas bouger pour l'instant parce que je ne les ai pas traités. Et s'il y en a un qui apparaît là, hop, il va bien vers le bas. Donc ça, c'est la méthode de feignant. Je pourrais faire ça. Si l'angle est égal à 0, c'est là, il va avancer vers la gauche, vers la droite, pardon, et Y, il ne bouge pas. Donc là, on va avoir ceux de là-haut qui vont descendre, ceux de la gauche qui vont bas. Voilà. Ça, c'est la méthode de feignant. Après, il y a une autre méthode qui est beaucoup mieux, c'est d'utiliser l'angle pour calculer dans quelle direction il se tourne. Et on utilise pour ça la formule magique, qui est, est-ce que quelqu'un connaît par cœur le DLC? Il y a un DLC, c'est la formule magique. Ouais, c'est le DLC 99. Donc, si vous allez sur le DLC 99, vous allez avoir la formule magique qui permet de faire avancer un tank ou un objet dans le sens de l'angle dans lequel il est tourné. D'ailleurs, maintenant, on a des pages
Tac. Maintenant j'ai fait des pages. Alors j'ai pas fait d'index encore, mais maintenant il y a une page par DLC, donc on va essayer de le retrouver. Ça, je vous donne le lien de la page et vous pouvez aussi aller voir cette page-là. Voilà, c'est cette page-là. Comment je fais pour récupérer la page s'il ne m'affiche pas de titre? C'est pas terrible, là, le moteur de recherche, là. C'est pas terrible, le moteur de recherche. Je peux pas le retrouver, en fait. Bougez pas, je vais vous le retrouver en allant chercher directement dans l'index des pages. Comme ça, vous l'aurez. Je pense qu'il a été créé il n'y a pas très longtemps. C'est important que vous ayez le bon lien. Voilà, c'est ça. Donc pour ceux qui sont en replay, c'est gamecoder.fr/DLC-99- la formule de mathématiques magique, soit avec des tirets. Je vous mets dans le chat pour ceux qui sont en direct. Et pour les autres, ça sera dans la fiche, hein, dans la fiche pratique. Et puis pour ceux qui sont en direct aussi, vous recevrez la fiche pratique demain. Du coup, maintenant que vous savez faire ça, on va l'utiliser directement et puis vous irez voir le DLC pour comprendre. Mais en gros, on a une vitesse en x qu'on doit calculer. Et le vitesse en x, c'est assez facile. C'est la vitesse fois le cosinus de l'angle. Vous pouvez la prendre par cœur et vous l'encadrer au-dessus de votre lit. Et ensuite, vous avez la vitesse y. C'est la vitesse fois le sinus de l'angle. Ce qui fait qu'ensuite, on a juste à faire E.x égale E.x plus vélocité x, et E.y égale E.y plus vélocité y. Et peu importe, lui va se débrouiller. Si c'est vers le bas, il va savoir qu'il faut qu'il se déplace qu'en y. Si c'est vers la gauche, il va savoir qu'il faut se déplacer en négatif en x et pas du tout en y, etc., puisqu'il va le calculer en fonction de l'angle. Et on peut même faire des vrais angles, vous allez voir ça. Du coup, hop. Alors, du coup, c'est un peu trop la vitesse. Je voulais de multiplier par le delta time. Non, c'est plutôt là qu'il faut que je le multiplie, je pense. Ce sera plus clair. Bon, ça fonctionne. Voilà. On dirait un jeu de circulation. Est-ce qu'on peut faire en sorte que la zone se déplace sur l'axe des X ou des Y? Tu fais ce que tu veux, ouais. Tu fais un for dans ton update et tu changes la position de tes zones de spawn. Et tu peux même leur faire un ping-pong en suivant l'exercice ping-pong de l'atelier 10 exercices de programmation pour s'exercer. Puisque là, je peux parcourir mes zones de spawn. Je vais te le faire de manière complètement illogique, hein, mais je peux faire zone.x égale zone.x plus, je sais pas moi, 30 fois dt. Toutes mes zones vont se déplacer vers la droite, ce qui n'a pas d'intérêt là, puisqu'elles vont tous se déplacer vers la droite. Mais du coup, ben, tu vois que comme mes tanks qui spawnent bien sûr les zones de spawn, ils spawnent au bon endroit. Maintenant, on peut s'amuser aussi à faire que mon tank change régulièrement de direction. Et on s'est amusé à faire ça la dernière fois pendant l'assertif, j'avais trouvé ça marrant. En gros, on va faire des tanks un peu les tanks bourrés, quoi. C'est-à-dire qu'on va on va dire que notre ennemi, il, alors je peux le faire déjà à chaque frame. Vous allez voir, ça va être un peu délirant, mais c'est pas grave. C'est qu'à chaque frame, on va changer l'angle. On va faire e.angle égale e.angle plus, et là on va faire un mat.random. Donc
On va enlever un peu ou rajouter un peu d'angle, un truc un petit peu aléatoire. L'idée, c'est que je vais faire entre -20 et +20, que je vais diviser par 100. Ça va me donner un chiffre entre 0,002 et +0,002. Sinon, je ne peux pas avoir de chiffre comme ça très fin. Et du coup, vous allez voir nos tanks, à chaque frame, ils vont changer ils changent d'angle un tout petit peu. Donc ça fait des tanks fous. Mais c'est marrant. Après, on peut très bien faire qu'il y a un timer aussi. On peut faire un timer pour que il change de direction toutes les X secondes. Alors, vous voyez, par contre, il y a un problème, c'est que regardez, là, j'ai 24 tanks, 25 tanks, mais je ne vois pas 25 tanks à l'écran. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes tanks, ils sortent de l'écran. Quand ils sortent de l'écran, il faudrait les détruire. Et donc là, on va appliquer un autre grand fondamental, et on va finir par là. C'est que pour supprimer quelque chose de l'écran, il faut, quand on supprime quelque chose dans une liste, il faut parcourir la liste à l'envers, parce que sinon, on briserait le parcours de la liste. Et donc, ça, c'est dans le cours sur les listes. Je ne vais pas faire refaire un cours sur les listes là, mais on parcourt la liste à l'envers. On va regarder si notre... à la fin, on le fait à la fin parce que sinon, vu qu'on va le supprimer, on ne va pas aller changer son angle d'un truc qu'on a supprimé. On va regarder si c'est sorti de l'écran. Donc on va faire if e.x. Alors, pour savoir si c'est sorti de l'écran, à droite, on va dire si e.x plus 32, c'est-à-dire en gros, même pas plus 32, la moitié donc plus 16, est arrivé à supérieur ou égal, ou supérieur carrément, à la largeur de l'écran, alors c'est que il est sorti à droite de l'écran. Ou que e.x moins 16 est inférieur à 0, ça veut dire que là, il est sorti de l'écran, à gauche, ou que e.y plus 16 est supérieur à la hauteur de l'écran, ou que e.y est inférieur, enfin, e.y moins 16 est inférieur à 0, alors on le supprime. Donc ça fait un truc à rallonge, mais normalement ça devrait marcher. Table.remove, liste ennemi, et on supprime l'ennemi n, celui-là. Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand mes tanks vont sortir de l'écran, donc là j'en ai 2 par exemple, celui-là il va sortir de l'écran en haut, tac, voilà, j'en ai plus que 4. On voit que maintenant, je n'ai ici en nombre de tanks que ce que j'ai visible à l'écran. Ce qui évite de saturer la mémoire avec des tanks qui continuent à être traités, parce qu'on continue à les parcourir, on continue à les changer leur angle, on continue à changer leur position, pour rien, puisqu'ils ne sont plus à l'écran. Donc on fait toujours une suppression. Si on fait un mat.random de cosinus et sinus, c'est le même résultat. Bah non, c'est pas le même résultat. Parce que l'angle, il faut quand même partir de l'angle qu'il a le tank pour qu'il bouge légèrement vers la gauche ou vers la droite. Si tu fais un mat.random de l'angle, en gros, ça, tu voulais faire mat.cos de un truc de random, ton tank, il va partir à gauche, à droite, en haut, tu choisis plus son angle. Le mieux, c'est de faire une variation de son angle. C'est ce que j'ai choisi. C'est ce qui donne cette impression de tank qui dodeline un peu. Sinon, ça ferait un truc complètement imbitable. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un deuxième DLC sur ce thème-là, en partant de ce résultat-là, et en y rajoutant un personnage principal, c'est-à-dire qu'on va se rajouter un tank à nous, et faire que quand les tanks se rapprochent de nous à une certaine distance, ils se tournent vers nous et ils nous suivent. Et s'ils se rapprochent de très près de nous, ils nous tirent dessus. Donc on va créer une machine à état, et on va, pour ça, appliquer les préceptes d'un atelier célèbre de GameCoder, c'est l'attaque des zombies, qui est donc dans les bases, et qui s'appelle Initiation à l'intelligence artificielle, donner vie à une horde de zombies grâce à la machine à état. Je donne le lien. Donc ça, c'est en gros, on va appliquer à nos tanks un peu la même chose que ce qu'on a appliqué à nos zombies dans cet atelier-là.
Et on fera ça, si vous le voulez, la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si ça vous a plu aujourd'hui. On est arrivé au bout de 7 heures. Donc, on peut rester sur cette belle impression de Tank bourré. C'est génial. Super, David. Merci. Ce que je constate, c'est que quand je fais des trucs comme ça assez orientés débutants, ça plaît à tout le monde. Donc, je sais qu'il y en a qui m'écrivent en disant est-ce que tu peux faire des DLC en C, en C Sharp, etc. Je vais essayer d'en faire plus souvent, mais ces genres de concepts-là, même des fois les gens habitués vont me dire bah, tu vois, toi David, tu me dis c'est super, alors que ça fait déjà un moment que tu suis mes cours. Donc, Ouais, non, mais c'est parce que ça me permet d'imaginer d'autres choses sur des jeux que j'ai envie de faire et que j'avais ouais, pas pensé à faire ça, en fait. exactement, tu vois, par exemple, Barillier, là, me dit on remplace les tanks par des fourmis. C'est vrai, tu mets des fourmis, tu peux faire cette petite fourmilière. C'est ça. Donc voilà, comme j'ai fait ça la dernière fois en certif, complètement en improvisant, je me suis dit ça serait bien d'en faire un DLC. Et puis comme ça, je le grave dans le marbre en plus, puisque maintenant le DLC est enregistré. Vous allez voir, demain ou après-demain, vous allez recevoir une fiche de travail. Peut-être pas demain, c'est la rentrée des classes et je dois amener ma fille au lycée. C'est une fiche technique, fiche pratique avec les formules, les exemples, les explications, les schémas que je vous ai fait. Donc vous recevrez ça et donc vous pourrez l'appliquer. Et la fois suivante, on va faire ça en fait, puisque je l'ai déjà programmé. On va faire qu'on va pouvoir se déplacer avec notre tank et faire que les fameux tanks qui spawnent, ils nous repèrent et ils se mettent à nous tirer dessus quand ils s'approchent de nous. Et donc ce qui va être encore un autre gameplay un petit peu plus évolué. Et en plus, on voit le changement d'état, Voilà, génial. j'ai fait exprès qu'on voit le changement d'état. Rond blanc, ils se mettent en mode poursuite. Rond rouge, ils se mettent en mode attaque. Ah, je suis mort. Donc ça sera la semaine prochaine, les amis. Je vous remercie d'avoir été là. Je sais que c'est difficile pour les gens d'être là en semaine. Mais merci à tous ceux qui regardent ça en replay également. Je sais que vous êtes très nombreux. Et à vendredi pour l'affiche. Et à la semaine prochaine pour la suite. Ok, bah merci David, puis à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Bon code à vous. Bonsoir à tous. Ciao, ciao.